Je voudrais, amoureux du théâtre comme je le suis, c'est un honneur et une joie pour moi de recevoir ce matin cette grande dame du théâtre qui est Madame Masha Makeyev. Autrice, metteuse en scène, plasticienne, Masha Makeyev a ce talent rare de savoir créer un univers scénique qui va vous parler d'emblée à travers costumes et décors. Souvenez-vous des tenues tellement improbables et des chiens, c'est elle. La parure de Yolande Moreau et de François Morel, notamment, disait tout des personnages. Mais je pourrais citer les costumes des précieuses ridicules, de Trissoutin et les femmes savantes, de Lewis versus Alice, de Tartuffe Théorème. J'en ai vu beaucoup sur scène, en jeu, pourrais-je dire. J'ai pu en admirer d'autres exposés, et c'est là un insigne honneur, au Centre national du costume de scène et de scénographie de Moulins. Des magnifiques, vous voyez à gauche l'un d'entre eux, superbes. Ces costumes sont un plaisir des yeux, mais surtout un livre ouvert sur le personnage. Alors, une question, quelle est l'interaction entre le costume de scène, le personnage et le corps du comédien qui se met en jeu? Je laisse Masha Makeyev nous en parler. Elle va vous conquérir, ça j'en suis sûr, c'est certain. Alors, pour la suivre plus loin encore, il y a ses écrits, dont un très bel article dans cette revue d'histoire de l'art nommée Perspective, dans le numéro de novembre, dans le dernier numéro, et la reprise exceptionnelle de Tartuffe Théorème, pièce revisitée de façon passionnante, j'en atteste, au Théâtre de la Criée à Marseille, à 2 pas d'ici, du 1er au 17 décembre. Alors, courez-y vite. Masha, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jacques Matteux. Merci à vous tous d'être là. C'est vrai que je défends depuis toujours, et plus que jamais, la part plastique du théâtre, parce que je pense que c'est dans le récit du théâtre, évidemment en dehors du texte, quelque chose, la part plastique, ce qui se propose à la rétine, à la peau, à l'oreille du spectateur, un autre récit. Et j'aime imaginer toujours que dans une salle de spectacle arrive un petit bonhomme, une petite bonne femme de 10 ans qui n'entendrait rien de notre langue et qui pourtant participerait du spectacle, du plaisir et de la jouissance du spectacle. Donc si on doit vraiment se proposer d'être au plus près du corps et de ses parures, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis la nuit des temps, et sans doute encore pour longtemps, le théâtre s'est échappé aux instances de la réalité. Et il invente à partir des fragments de réalité, cependant, il est un autre récit du corps. Le récit d'un corps qui devient autre, et surtout qui devient l'autre. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'idée du corps transformé et de la métamorphose, parce que c'est le propre de ce qui se produit au théâtre. Le récit d'un corps qui devient autre et qui devient l'autre, et ce mouvement et toute cette entreprise du plateau, les ateliers, la coulisse, avec l'habillement, la mise en lumière, enfin tout notre barnum, ces inventions de la scène, après tout, c'est pour cette fameuse métamorphose. Et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est-à-dire qu'il y a le corps d'abord, le costume et l'artifice ensuite. Mais il faut absolument, dans les étapes de cette métamorphose, commencer par l'interrogation sur le corps de l'acteur. Pour moi, le grand préalable, c'est trouver le presque soi. C'est-à-dire qu'on a en face de soi quelqu'un qui s'offre à être le personnage. Le comédien, la comédienne, c'est quelqu'un qui est dans cette posture-là de s'offrir. Eh bien, ce que je leur propose, et qui est déjà, pour moi, vraiment un préalable à l'aveu, et quelque chose qui est absolument incontournable, c'est d'abord ce travail-là, sur trouver avec lui ce presque soi, avec elle. Et dans la métamorphose que propose cette scène, il faut arriver à un décalage singulier, un déplacement, pour aller vers un interstice poétique. Évidemment, on va faire avec son propre corps, mais ce pas de côté va être le lieu poétique où le théâtre va pouvoir entrer. Dans la métamorphose que propose la scène, avant même tous les artifices et les savoir-faire, les parures, les techniques, et il y en a, il y a cet espace que l'artiste du plateau doit trouver parce qu'il est la condition suprême de la fiction et surtout de ce qui, moi,
m'apporte avant toute chose, c'est la sincérité du geste artistique, c'est-à-dire l'aveu. L'acteur, bien sûr, il va faire naître l'aveu du personnage et de l'auteur, de l'autrice, mais il va aussi absolument faire un aveu personnel. S'il n'y a pas cette chimie des deux aveux, quelque chose ne se produit pas sur scène et on reste dans le savoir-faire. Voilà, pour moi, c'est la condition nécessaire, le réel au service de la fiction, et on va faire surgir la juste proportion du soi et de cet autre de fiction qu'est le personnage. Alors évidemment, il aura la taille, les proportions, la peau, la carnation, aussi la part psychique de l'acteur qui entre en compte, de l'actrice, qui ne sera pas tout à fait elle, pas tout à fait lui, pas exactement eux, mais presque eux. Voilà, c'est trouver cet espace poétique qu'il m'apporte. Voilà, il ne faut pas être trop loin de soi, surtout ne pas rentrer en scène comme un savant de la scène, comme un acteur repérable. Il n'y a rien de plus terrible, c'est pour moi un cauchemar de voir entrer celle ou celui qui veut entrer dans le personnage, entrer sur scène comme un professionnel de la profession. Alors là, je lui demande de ressortir et on repart à zéro. Parce qu'au contraire, entrer en scène, c'est comme s'être trompé de porte. Et si je prends cette image-là, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'acteur, et chez l'acteur, et ce qu'il va produire, ce qu'elle va produire, c'est un étonnement existentiel. C'est vraiment... là, on a vu Yolande Moreau, son costume des Précieuses Ridicules, puis son costume des Chiens. Je prends l'exemple de Yolande parce que on la connaît tous et toutes, ou presque. Et Yolande a immédiatement, je me rappelle la première fois que je l'ai vue, cette façon d'être. Elle est dans un étonnement absolu quand elle entre en scène. Elle ne sait pas ce qui va advenir. Enfin, elle vous fait croire qu'elle ne sait pas ce qui va advenir. Et c'est pour ça que c'est une de ces actrices très, très poétiques, quel que soit le rôle qu'on lui propose. Voilà, il faut se mettre au service et au profit d'un être poétique qui est à la fois extrêmement humain, qui va se mettre à exister sous nos yeux, d'abord dans la salle de répétition, cet atelier perpétuel, et surtout qui va être quelqu'un qui, juste avant, n'existait pas, ne préexistait pas. Il va se mettre à exister là, ici et maintenant. Le Ich und Nunc du théâtre est vraiment une vraie promesse. Alors on interroge chez l'acteur, l'actrice, cette science et cette inné qu'est sa métamorphose, et il y a l'acteur, l'actrice inspiré et inventeur de cet autre, et il y a le comédien que j'appellerais plus ready-made, et qui accepte d'être quasi tel quel sur scène. J'ai beaucoup de tendresse pour cela et celle-là. Et elle est comme un échantillon bouleversant de l'humanité, avec ce qu'il transporte d'émotionnel. Alors nous mettrons en rythme sur scène, c'est ce qui m'importe, en musique, ces deux manières d'être à la scène. Et il semblerait que chez ces artistes de la scène, ce pas de côté hors de soi vers un autre de fiction leur est vital. Je suis toujours frappée par ça. Et je me dis toujours, quand je les vois entrer dans une salle d'audition, à la sortie d'un cours de théâtre, je me dis, mais pourquoi ils vont vers là ? Et je reviens toujours à cette source pour être de plein pied avec eux et de ne jamais être surplombante. Et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, de revenir à cette émotion première. Mêler les deux manières d'acteurs, comme Bresson, Piala, Tarkovsky, pour évoquer le cinéma qu'on aime tant, et mettre sur scène côte à côte ces deux manières de comédien, voilà pour moi ce qui est puissant. C'est travailler dans cet interstice, là encore. Vous voyez que Pasolini disait « le cinéma est poétique ». Moi, je prends à mon compte cette phrase pour le théâtre. Le théâtre est poétique, sinon ça n'est que du savoir-faire. On dit méchamment faire la crèche. Voilà, il y a des metteurs en scène qui font la crèche, et puis il y a des metteurs en scène qui essaient qui ont une tentative poétique. Voilà, voir arriver sur scène quelqu'un, c'est ça que je propose au public, et comme disait toujours Pasolini, sono uno. En français, c'est quelqu'un. En italien, c'est sono uno. Je crois qu'on l'entend bien dans la sonorité. Voilà, c'est une unicité
quelque chose d'absolument unique qui arrive devant vous. Et ce n'est pas, surtout pas un professionnel de la profession, c'est-à-dire quelqu'un qui répond à des poncifs d'acteurs. Voilà, c'est un acte fou que de jouer, que de venir jouer. Et il doit rester intact, parce que pour moi, je vais jusqu'à dire que c'est un geste mystique. Laisser sa vieille peau d'acteur pour entrer en scène. Voilà, ma direction d'acteur va dans ce sens, et d'effacer évidemment les choses apprises et scolaires, les artifices plaqués, les recettes faciles et vulgaires. Et alors évidemment, il y a les conditions de la métamorphose que j'appelle la préméditation. Et pour ce faire, donc, une méthode, et même, je dirais même, un dogma que je m'impose à moi-même depuis toujours, et quelquefois extrêmement contraignant, étape par étape, toujours pour défendre cette part plastique du théâtre, et pour les acteurs aussi. Les conditions du jeu, de la métamorphose du récit, tous ces artifices qui vont permettre, étrangement, autant d'artifices, autant de vérité. C'est le paradoxe du théâtre. Alors, le jeu contient cette transmutation et cette métamorphose, parce que ce presque soi, il accompagne l'artiste, et il est ma manière et une manière de direction d'acteur. D'ailleurs, tout commence dans les étapes, lors du premier essayage de costumes, parce que je tiens beaucoup à l'opéra ou au théâtre. Je fais les costumes, je réalise les costumes, mais c'est parce que pour moi, la mise en scène est une seule et même chose pratique, plastique, le décor, l'endroit où le récit va avoir lieu, où vont évoluer les acteurs, et aussi leur mettre sur le dos quelque chose, et savoir qu'ils vont être rêches ou souples, bleus ou verts, m'apporte tout autant que le sens que l'on va donner à un texte et qu'on va faire entendre du texte. Alors ce lien qui se produit à l'atelier, j'aimerais bien l'évoquer entre le comédien, la comédienne et ma demande artistique, parce qu'il y a la proximité du corps de l'acteur et de l'actrice, et cette pièce de costume, la première, que je propose, qu'elle va enfiler, et qui, pour moi, en dit bien plus que de longs discours dramaturgiques. Nous avons des travers dans tous les métiers, et le travers du metteur en scène, de la metteur en scène, c'est le grand discours dramaturgique, parce qu'on a travaillé 1 an, 2 ans avant, donc on est beaucoup plus intelligent que ce pauvre acteur qui arrive et qui n'a que sa carcasse. Alors on arrive avec des flots de discours historiques, parahistoriques, sémantique et autres. Non, moi, bien sûr, on parle de ça, parce qu'il y a des acteurs qui aiment être nourris à cet endroit, mais je préfère leur faire état d'une couleur, de quelque chose qu'ils vont enfiler, d'une contrainte, d'une manière de bouger après avec ce costume-là. C'est aussi une grande relation de confiance, ce corps à corps, ce premier corps à corps dans l'atelier. Ça commence avant même la première répétition. Moi, je fais un essayage costume avant même qu'ils se rencontrent. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une fois qu'on a trouvé le presque soi, on en vient à l'artifice, et c'est-à-dire à cette grande préméditation qui commence déjà avec la première lecture. Alors déjà dans la solitude de la première lecture, ah, ça c'est gentil, merci. C'est ce qu'on appelle le trac, vous voyez, ça se passe comme ça. Merci, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Déjà, la première lecture d'un texte, on imagine l'écriture scénique, en tout cas c'est ce que je fais, et j'écris comme un scénario. C'est pour ça que, par exemple, Tartuffe, j'ai pensé à Théorème tout de suite, et à la parabole qui était Tartuffe, comme le film de Pasolini. Je pense immédiatement à un scénario, et dans les scénarios, il y a quelque chose de l'ordre de vision, de couleur, un peu. C'est déjà un peu confus, d'espace, mais tout d'un coup, on se dit, bon, ben, il y aura un rideau, pourquoi je vais mettre ces 2 chaises que c'est dans mon stock, je les veux absolument à court, et puis ce meuble-là, je vais le poser à jardin, et tout d'un coup, ces visions apparaissent comme par magie, c'est les mots qui transmettent ça. Et ces images-là, jamais je ne vais les lâcher parce qu'elles vont rester fondamentales. Et cette fidélité à ces piles de pont-là vont faire qu'il y aura un continuum jusqu'à la première représentation.
Dans cette préméditation de la métamorphose, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'elle ait lieu pour que chaque soir, la représentation soit authentique. Alors j'ai des étapes, j'ai ce que j'appelle les récoltes. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait névrotique depuis toujours, depuis ma petite enfance. Je ramasse. Et dans ce ramassage, il y a quelque chose comme pour consoler une perte, voilà, dans une vie, une généalogie, comme ça, il y a de grandes pertes, de grandes fractures historiques. Et là, donc, j'ai toujours ramassé comme pour consoler quelque chose, et c'est comme ça que s'est construit ce théâtre. Et je continue avec cette même mission. Alors, je suis un peu affolée ces jours-là, et je vais chercher, je ne parle plus à personne, et je vais chercher des bouts de costumes, alors dans des endroits, pas forcément, des endroits quelquefois très... Ça va bien sûr dans les boutiques de vintage, de choses comme ça. J'ai toujours fait ça. Vous voyez, les chiens, ça n'était jamais que ça. Mais aussi dans les étals un peu pouilleux, dans des endroits pas trop fréquentables. J'aime bien, et même quelquefois, je négocie quelque chose que quelqu'un porte. Voilà, il m'est arrivé de donner de l'argent et de partir avec le pantalon d'un gars qui était à la plonge dans un restaurant. Et il était très, très, très content d'avoir vendu son pantalon élimé. Et moi, j'avais un objet complètement ravaudé, usé, sublime. Donc je fais ces récoltes-là, c'est une vraie manigance, et je pars comme en mission, donc je suis de ce point de vue-là, moi aussi un peu décalée, un peu toquée. Hein, voilà. Après, j'arrive à l'atelier, je fais un premier mannequinage sur mannequin, comme ça, et puis je réfléchis tout de suite... Je pars de ces déclassés-là, et après on fait construire autre chose, mais à partir de ces déclassés, je fais une palette, et j'aime beaucoup jeter tous les costumes par terre, et je regarde le paysage que ça fait. Évidemment que j'ai intégré les personnages, que j'ai intégré le récit, c'est quand même la moindre des choses, ce qu'on appelle l'action. C'est un moment, pour moi, pour ne rester qu'au costume, absolument fondamental de jeter les costumes par terre et de se dire, tiens, il y a un équilibre des couleurs qui ne marche pas, ça manque de jaune, et voilà. Et cette palette initiale, qui quelquefois, 3 bouts de tissu sur la table au départ, qui font que je vais m'appuyer là-dessus, parce que c'est heureux, c'est comme ça, ce sera les couleurs du spectacle. Donc, ça, c'est le travail d'atelier. Après, une fois que j'ai tout jeté par terre, je fais les paquets par personnage, que je ficelle. Vous voyez, il y a quelque chose d'absolument obsessionnel et névrotique, hein, toujours. Et je fais mes paquets et je les envoie au véritable atelier. En ce moment, je travaille beaucoup avec l'atelier du TNP. Il y a une équipe de filles, d'ailleurs, exclusivement, absolument remarquable, et avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et je leur confie mes paquets, toujours un peu excitée et nerveuse. Et petit à petit, ça se calme et on va ajuster ces récoltes au corps de l'acteur et de l'actrice. Ce qui me préoccupe à ce moment-là, c'est la chimie des couleurs, des matériaux, évidemment de la fluidité. Et j'insiste beaucoup sur le rêche, le doux, le raide, la soie, le satin, le nylon. J'aime beaucoup l'acrylique qui me bouleverse. Et je ne peux pas manquer aujourd'hui devant vous de faire l'éloge des étoffes et de leur variété et de ce qu'elles peuvent produire sur le corps de celui ou celle qui va jouer. Je le vérifie à chaque fois, c'est assez bouleversant, et je crois beaucoup à cette transmutation-là aussi de l'acteur en personnage par le biais de cette chimie. Évidemment, très techniquement, c'est aussi une façon de contraindre le corps, de donner des indications de gestes, de gestuels, de mouvements, de démarches. Et bien sûr, ça provoque aussi certaines contraintes. Évidemment, il faut qu'à la fois l'acteur ou l'actrice soit libéré, et à la fois je les contrains dans un espace de temps, d'époque, et aussi de matériaux. Et j'ai toujours vérifié que ça peut être extrêmement investi, immédiatement investi, ou immédiatement rejeté. Mais même dans le rejet de l'acteur d'une pièce de costume, il y a quelque chose qui se dit de très important, dont je m'empare
pour une conversation avec elle, avec lui, pour parler du personnage et pour parler au fond aussi de la palette du spectacle lui-même et de la chimie du spectacle lui-même, parce que l'acteur, il est toujours dans un narcissisme, bien sûr, parce qu'il s'expose, elle s'expose, donc il y a toujours une espèce de repli sur soi, comme ça, et c'est le moment d'ouvrir et de dire que le spectacle, c'est du collectif, c'est aussi cette énergie-là, cette complicité qui se crée entre le moment de l'essayage, le costume, la préparation pour elle, pour eux, individuellement, c'est pour moi déjà une étape dans la direction d'acteurs absolument, très 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 précieuse, parce que surtout avec les chanteurs d'opéra, on gagne un temps fou, parce qu'après on est dans un état de confiance absolue. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est des moments, ça me revient, où on peut voir toutes les superstitions des acteurs. Alors on connaît celle du verre, bien sûr, et il y a des acteurs qui en sont encore là. Le verre, c'était des teintures qui imprégnaient le corps des acteurs et qui les rendaient malades. Donc on a dit le verre portait malheur. Bah oui, forcément, parce qu'il y avait des composants chimiques que je vous laisse bien imaginer, que je serais bien incapable de connaître. Et évidemment, ça rendait les acteurs malades. Et moi, je ne sais pas si c'est mon esprit de contradiction, mais j'adore les vers, parce que dans les vers véronèses, dans les jades, etc., il y a quelque chose qui se passe avec la lumière. Maintenant, on a des éclairagistes de théâtre absolument sublimes, qui subliment les acteurs et qui subliment les couleurs. Et le vers, c'est quelque chose tous les vers sont sur scène quelque chose d'absolument magnifique. Et avec certaines carnations, c'est très, très heureux. Vous voyez qu'il y a aussi, j'insisterai beaucoup là-dessus, la part de jouissance. L'acteur qui essaie, la comédienne qui enfile sa robe, il y a une jouissance. Il y aura une jouissance chaque soir. Et moi, je suis à leur service pour que à cet endroit, ils soient dans la jouissance de la métamorphose. S'ils mettent un costume, parce qu'il faut mettre un costume pour entrer en scène, et j'ai vu ça quelquefois, et je les vois sur scène, ils sont contraints, habillés, ils sont habillés par le costumier, c'est terrible. Alors que pour eux, ça doit être quelque chose de l'ordre du magique aussi. Hein. Voilà. Eux, ils sont superstitieux, moi, je suis plutôt du côté mystique du théâtre. Voilà, raconter le réel de la scène avec du réel de la vie, des fragments élus dans les récoltes, hein, bien sûr, choisis. Après, évidemment, il y a toute une construction. Et tout ça pour ne jamais oublier qu'on fait une fiction, une parabole, qu'on travaille à un mythe. Il faut aussi immédiatement penser, et c'est ce qui m'arrive quand je suis devant mes paquets ou quand je suis devant mes costumes jetés par terre, je pense aussi à la destination, je pense à l'adresse. Le théâtre, c'est une adresse. C'est pour qui ? Et le c'est pour qui, moi, c'est vraiment le préalable à tout mon travail artistique. Je pense toujours au public. Je pense au public, je pense à celle et à celui qui va recevoir, à sa jouissance aussi. Bien sûr que dans l'espace scénique, le costume est un signal, bien sûr. Et il est aussi le signal d'une époque, il est le signal d'une action, il est le signal de rapport entre les acteurs eux-mêmes et entre les personnages eux-mêmes. Ce qui m'apporte aussi, c'est, une fois que je suis revenue sur toutes ces émotions-là, ce que je voulais vous dire, c'est que cette métamorphose que propose la scène, c'est un geste d'art et c'est aussi un geste de société. Et quoi qu'en dise une époque, la nôtre en l'occurrence, mais c'était le cas à chaque moment de l'histoire de l'art, quoi qu'en disent les modes et les dictates, qui sont toujours provisoires de la perception du monde, l'art de jouer échappera toujours à toutes les injonctions et tous les interdits. On jouera tout. Et au-delà du genre, de l'âge, des espèces, on joue à être un, une autre, un âne ou un chien, un cafard ou une déesse, un spectre ou un marchand de chair humaine. Faire le chien, être alors le chien et le faire croire, c'est le génie de nos métiers. C'est la règle intangible pour moi, et je ferai allusion à Cœur de chien de Bulgakov, qui fait jouer un acteur
un chien qui serait l'homme nouveau soviétique. Parce que c'est un médecin, justement, qui greffe un cœur humain sur un chien, et ce chien va devenir l'homme nouveau, le soviéticus. Voilà. C'est un auteur qui m'accompagne beaucoup parce qu'il a vécu dans des moments, sous Staline, dans des moments de contrainte, d'interdit, de censure. Et dans son œuvre, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Et je pense que nous avons besoin de grands prédécesseurs comme ça. Voilà, dans nos salles de répétition, il ne faut pas oublier que jamais il n'y a aucun interdit. Et que la salle de répétition, c'est la nef des fous. Et c'est le continuum de cette nef des fous. Dans des sociétés qui deviennent, surtout la nôtre, d'une certaine façon, de plus en plus puritaines, où justement le corps est devenu quelque chose d'un peu encombrant, à tel point qu'il faudrait moins de corps humains sur cette planète pour qu'elle aille mieux, semblerait-il. C'est pour ça que le théâtre, pour ces raisons-là, parce qu'il est incarné, a de tout temps provoqué la censure. Et comme il se peut que cette métamorphose soit un geste politique, une transgression, une opposition, il y a eu dans l'histoire tant d'interdits, aujourd'hui encore tant de tentations de censure. Répétition et représentation de textes et de formes de théâtre ont été stoppées. Je faisais allusion à l'époque soviétique. Évidemment, je suis tout à fait nourrie de ce théâtre-là. Et de tout temps et dans tout lieu, vraiment en tout lieu, de Bouliakov à Molière, pour ne donner que ça, ou Isaac Babel. Molière qu'on appelait le diable déguisé en homme. Le théâtre du Globe en Angleterre, qui a été interdit et fermé de 1642 à 1660, jusqu'auparavant de Jean Genet. Si le théâtre agace, irrite le tyran, contredit l'ordre moral et toute forme de police des mœurs, et aujourd'hui on y est confronté, c'est bien qu'il parle du corps et qu'il en fait état à chaque seconde, qu'il en dit le désir, qu'il dit l'incarnation et tous les excès du désir et toutes les ambivalences de l'humain. C'est bien qu'il est le lieu d'une autre forme humaine qui échappe à tout discours totalitaire. Les dictatures de tout poil n'aiment guère à bord le théâtre de création et cet espace de liberté qu'il fait exister. La fiction échappe et échappera toujours au réel autoritaire. La scène par nature est historiquement un objet de censure parce que la topographie même du théâtre, c'est-à-dire cette espèce de géométrie singulière des regards, c'est le moment de la métamorphose des corps vrais sur scène, celui de l'acteur et celui du public. C'est cette communion-là qui est quand même absolument singulière. La chaleur, vous savez, la chaleur organique qui monte d'une salle quand on est sur scène, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et de la même façon, on réalise au théâtre qu'on se consume en même temps. C'est le vrai temps partagé. Et je pense que ce corps à corps, puisqu'il est question du corps et aujourd'hui plus que jamais, ce corps à corps, il est absolument singulier au théâtre. Et se consumer les uns et les autres ensemble est toujours une forme de danger aussi. Et c'est vraiment l'étrangeté de ce lieu qui fait que quelquefois, il peut inquiéter les pouvoirs. Parce que le théâtre reste sacré, il reste sauvage, il reste irréductible, parce qu'il est profondément incarné. Je parle évidemment du théâtre de création, et je parle d'un théâtre qui cherche l'authenticité, et pas seulement le savoir-faire. Je voudrais partager avec vous aussi une autre façon de la parure, parce que là, évidemment, sur scène, il y a eu les costumes, on est arrivé à l'aboutissement, à la palette, à la beauté plastique, on y tend en tout cas. Mais il y a une autre émotion qui est celle, et moi je suis très sensible aux choses notamment abandonnées, il y a l'émotion dans la loge aussi. Pour moi, il n'y a rien de plus émouvant, de plus beau qu'une loge d'où l'acteur ou l'actrice vient de partir, qu'elle vient de quitter. Il y a là les costumes jetés par terre, ils sont toujours désordonnés, les acteurs. Ils se dépouillent de leur peau de scène pour repartir dans la vraie vie. Et il y a
des vêtements encore, on a l'impression qu'ils sont fumants encore, tout chaud du corps de l'acteur. Et je pense que c'est des moments-là aussi très forts au théâtre. C'est quelque chose que j'ai toujours envie de partager. Bien sûr, il y a le moment de la représentation, mais il y a ce qui se passe en coulisses, avec les habilleuses admirables, virtuoses, qui habillent les acteurs en quelques secondes, en une minute et demie, hop, les transforment, les font entrer dans un autre personnage. Et cette chaîne des compétences au théâtre, ces mains-là, qui toujours sur le corps de l'acteur, je pense qu'il faut pas les oublier, il faut en faire l'éloge, vraiment, parce qu'on ne peut jouer qu'à ces conditions-là. Vous voyez, le théâtre est plein de préalables, il est plein de conditions, de préméditation. En avant, 1 an, 2 ans avant, on prépare, et après, il y a les conditions sur scène, avec tous les techniciens en coulisses, avec les petites mains, et pour le costume, avec les habilleuses. Je pourrais faire l'éloge, j'ai des noms qui me viennent de femmes exceptionnelles, ou par exemple, quand j'ai monté La Fuite de Bulgakov, il y avait 180 costumes, et Nadia, on a fait des dizaines et des dizaines de représentations. Un jour, elle arrive les larmes aux yeux, et je lui dis, mais ça va pas, Nadia, vous êtes fatiguée? Elle me dit, vous avez vu, j'ai raté cette entrée. Voilà. Une fois en 90 représentations. Et c'est ça aussi le costume. Ça n'est pas que l'acteur qui le porte. C'est toute cette chaîne depuis l'atelier, les petites mains, les habilleuses, et le ramassage, quelquefois de pièces de costume un peu sales, et qui vont être célébrées. Moi, je suis absolument obsédée par l'objet abandonné, l'objet déclassé, comme l'être humain déclassé qu'on va célébrer sur scène. Et le costume, pour moi, c'est cette occasion-là aussi. Parce que je voulais vous dire aussi qu'il y a dans le recyclage poétique de ces vieilleries, de ces superpositions de destins successifs, il n'y a pas seulement le fruit de ma névrose. Je pense que l'objet multiplie les métamorphoses. Je crois beaucoup à la chimie de l'addition, des palimpsestes, et le costume déjà porté, usé, ravaudé, nous on dit à l'atelier rataponné, pour qu'il vive encore un soir sur scène dans la lumière, pour cette ultime métamorphose. Voilà, j'ai pour cet objet-là aussi ramassé et recomposé et célébré une véritable passion. Voilà, mais au final, préméditation passée, artifice rassemblé, ce qui m'importe, c'est la jouissance du spectateur. Je l'appelle mon beau souci. Ce qui m'importe, c'est le choc rétinien, l'attachement au récit à cet endroit-là, et pour un public le plus large possible. Et ce public pour qui je fais les choses, c'est mon absolue adresse. Au-delà de chaque corps individuel, il faut évoquer aussi le corps collectif de la troupe. Il se met à exister, un jour de répétition, il s'autonomise, et tout d'un coup, vous avez 8, 10, 12 corps, et vous avez un corps collectif. À ce moment-là, vous savez que le spectacle va exister. Et chaque soir, à heure fixe, et le spectacle va forcément se défaire et disparaître. Et c'est probablement, en entrant sur scène, ce qu'on transporte aussi, c'est qu'on sait que la représentation va finir et qu'un jour le spectacle va disparaître. J'insisterai beaucoup sur l'incarnation, le frôlement de l'étoffe. Je crois beaucoup que dans le jeu de l'acteur, ce contact-là participe du plaisir rétinien du public. Voilà, je crois à toutes ces formes de sensualité. Là, par exemple, je suis en train de travailler Don Juan, et évidemment, je fais le parallèle entre Don Juan et Sade, le Sade enfermé pendant 27 ans en prison et à Charenton chez les fous, et son goût du linge. Dans les écrits de Sade, il réclame toujours du linge. Et mon Don Juan sera aussi très sensible au linge, parce que je ferai un Don Juan 18e. Je ferai aussi une allusion au musical et au cinéma muet de Keaton à Tati, parce que là aussi, dans le cinéma muet, le costume était une chose importante et l'expressivité du corps. Et il y aurait beaucoup à dire, mais je sais que j'ai peu de temps j'aurais pu beaucoup vous parler du costume chez Tati, chez Keaton et dans ce cinéma muet qui m'importe et auquel je reviens sans cesse quand je fais une mise en scène. Voilà, pour conclure, je voulais vous dire que
vous avoir adressé cette expérience, au fond, ces traces de mon expérience. C'est l'occasion pour moi de l'éloge du corps de l'acteur et de l'éloge du corps inouï du saltimbanque. Le saltimbanque, c'est celui qui saute depuis la banque pour aller vers le ciel, qui pense pendant la seconde où il saute approcher les dieux. Et je pense que c'est ce que nous faisons chaque soir au théâtre. Je veux faire l'éloge de ce corps inouï, précieux, unique, singulier, qui est aussi un objet de séduction. Alors tous nos artifices, nos ruses, nos parades, pour mettre en valeur ce corps inédit, métamorphosé, ce presque soi, il s'expose, il se donne à voir, il se consume sous nos yeux, et c'est pour moi un corps sacrificiel. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toute cette préméditation de la célébration pour que les choses aient lieu. Et souvent, une fois hors des lumières, redevenu banal et si humain, parfois ordinaire, je suis toujours frappée quand je rencontre mes acteurs dans la rue, et ils sont tout à fait d'autres gens, et ils ressemblent à leur époque. Ils ont quitté l'ailleurs, qui est la salle de répétition. Et donc, je peux mesurer la folie que c'est de proposer pour eux, de proposer leur corps à cette exposition. Pour moi, justement, cette célébration fait de ce corps inouï des demi-dieux, des déesses, et pendant un temps très compté. Voilà, cet art dramatique, vous l'aurez compris, je le souhaite plus sensible qu'intelligible. Et cette incarnation reste quand même le lien historique du péché, de la transgression, de l'interdit, de l'humain trop humain. Voilà pourquoi la métamorphose que propose la scène et ses mystères n'est pas prête de finir, de nous troubler, de nous inquiéter, de nous fasciner. Et je voudrais finir là-dessus, de nous transformer, nous les artistes, mais nous spectateurs. Nous ne sortons jamais tout à fait la même d'une salle de spectacle, pour peu que l'aventure fût artistique. Voir le théâtre, cette fiction sublime et impure, nous aura transformés. C'est au final, toute cette préméditation, cette métamorphose de l'acteur, par le costume notamment, tout ça, c'est pour transformer le spectateur.